Jean-Luc Moutissami, bonjour. Bonjour Jean-Claude, merci de me recevoir. Merci d'être l'invité cette semaine de l'interview du vendredi. À écouter cette voix, il est midi, le 12 mars, il y a 21 heures, voilà. Tu as lancé, on va se tutoyer, le premier journal de la fréquence CBAT, donc Maurice Passé à la radio libre. Vous écoutez Radio One, il est midi. Le premier journal de la rédaction avec Jean-Luc Moutoussami, bonjour. Bonjour. Funérailles en ce moment même à Rivière-des-Anguilles. Quelques minutes avant, c'était comment? Poc-poc, comment on dit, Maurice? Mauvais poc-poc, ça, c'est... En fait, Jean-Claude, nous savions que nous vivions un moment exceptionnel. Ça, on le sait dans le coin de notre tête. Mais pour que ce soit un moment exceptionnel, il faut que ça soit propre. Il faut que ça soit nickel. Pénal, comment dire, pour faire dans l'à peu près. Et moi, mon souci, c'était que cet instant-là reste, quelle que soit l'année où on l'écoute. D'ailleurs, quand je réécoute maintenant, ça me remet les mêmes émotions, les mêmes frissons. Je voulais que ça soit quelque chose de propre. Et c'était le souhait aussi de Jean-Michel Fontaine qui est parti malheureusement. Et de tous ceux qui étaient là, Michel Etienne, Iverman, tous ceux qui étaient derrière, Jean-Claude Delestrac, et toute l'équipe. L'équipe était derrière, l'équipe nous a porté. Parce que oui, Poc là, on le sentait, on sentait que c'était un moment exceptionnel. Et donc tous ceux qui étaient présents, toute l'équipe, on voulait que ça soit ce moment-là. Et ce qu'on retient de ce moment-là, c'est comme ça. Ce sont souvent les premières minutes, les premiers instants, parce qu'on ne va pas écouter la première heure. Je ne sais pas d'ailleurs si quelqu'un a encore cette première heure, mais ces premiers moments-là, c'était très important. Et puis ça a écrit l'histoire de la suite, hein. Ça a écrit la suite. Donc, quand on veut du propre, il faut bien nettoyer. À 10 heures du matin, tu étais dans le mood, l'équipe était dans le mood, tu faisais des numéros, je sais pas moi, moins 1, moins 3, moins 2, moins 1, pour voir comment est-ce que les bandes son sont prêts. On appelle ça la pige maintenant. Est-ce que la pige est prête, elle est dans l'autre, comme elle doit être pour le passage des interventions? Oui, alors j'étais là-bas, j'étais à la radio déjà à 6 heures du matin, parce qu'initialement, la radio devait commencer à 7 heures. Et puis on n'a pas pu commencer à 7 heures, ce qui était tant mieux d'ailleurs. Et ensuite, nous, on avait fait quand même ce premier journal-là, c'était un journal qui pouvait être très, excusez l'expression, très casse-gueule. Parce que l'ouverture du journal, c'était un direct avec Arline Janot, qui était sur le site de funérailles. Il y a eu un accident la veille, terrible accident à Beauclimat, et elle était sur place. Donc le premier sujet de ce journal, qui était le premier journal de la radio privée à Maurice, c'était un direct téléphonique. Et si téléphone là pas marché, et si Arline de l'autre bout du fil n'avait pas été prête, ça aurait pu être possible si tout à coup ça coupait. Et ça coulait tout seul. Deuxième direct, Abdoulaye Rali, qui fait un direct pour la fête de l'indépendance, fête de la République, et qui devenait aussi fête de la libéralisation des ondes, à une bien moindre mesure, hein, on garde toute proportion gardée. Deuxième direct avec Abdoulaye Rali, là aussi, ça fait la traversée. Donc, en sortant de ce studio-là, évidemment, il y avait tous les sujets qui devaient passer. Nicolas Adelson, qui était à l'époque responsable technique, tous les sujets qui devaient passer sont passés. Les papiers enregistrés ont été enregistrés. Et je me souviens bien qu'il y avait beaucoup de personnes derrière la vitre. À l'époque, Radio One était à la rue Brown, c'est quoi? Beaucoup de personnes derrière la vitre de ce qui était une sorte d'aquarium radiophonique. Et beaucoup de collègues aussi étaient de l'autre côté de la rue, des membres de la rédaction. Parce qu'ils avaient tellement le trac pour que ça fonctionne. Ils voulaient pas, s'il y avait un truc, ils voulaient eux le vivre peut-être aussi, comme nous, on avait tous ce trac, hein. Ils voulaient peut-être le vivre avec la population, c'est-à-dire sur la rue, et d'entendre passer les voitures qui klaxonnaient. Donc oui, ça se préparait, et c'est une règle que j'ai toujours appliquée, et que mes confrères qui ont travaillé avec moi ont toujours appliquée. Je pense, c'est que pour que ça reste, et pour que ça soit suivi, et pour que ça soit
ça rentre dans l'histoire, il faut que ça soit préparé. Aucune improvisation n'est totalement improvisée. Une improvisation se prépare. Mais là, en l'occurrence, c'était un travail préparé depuis longtemps. Donc, cette dernière phrase que tu me dis, Jean-Luc, j'ai l'impression d'entendre Jamel. Ceux qui font de l'impro à la télévision disent une improvisation. C'est pas improvisé, mais c'est... Non. Mais est-ce qu'on peut improviser dans un journal? Oui, la bande-son n'est pas bonne, c'est pas celui-là qui passe, mais... Et là, on a toujours tendance à dire un problème technique. Un pauvre technicien, hein, je salue tous nos amis techniciens, c'est pas de votre faute, c'est souvent de notre faute, ou bien de la faute voilà, le téléphone qui parle pas. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, ça va. Quelques minutes après, pour ceux qui ne connaissent pas, Radio One à l'époque, c'est une double porte. Oui. C'est-à-dire qu'il faut attendre que la lumière on air soit éteinte, tu ouvres la porte. Qu'est-ce que tu es dans la partie climatisée du bâtiment. Je pose un peu le cadre. Et moi, je le revis là. Tu vois, tu fermes cette porte-là, parce que c'est close, tout le temps fermé. Oui. Quand la pression descend, comment Jean-Luc se sent dit, ouf, fini, mais il y a prochain. Oui, parce que c'est la rivière. Alain Ménard, qui était avec nous en studio, grand reporter de Radio France, qui avait fait l'amitié d'être en studio avec nous, nous avait dit, c'est très juste cette image, c'est un robinet qui s'ouvre et qui ne se refermera jamais. Et notre responsabilité, c'est de ne pas la sécher, c'est de faire en sorte que ça continue. C'était la responsabilité qu'on a endossée à ce moment-là. En sortant de ce studio-là, moi je suis sorti en me disant, effectivement, c'est fait, c'est bon. Moi je me suis dit, c'est bon. J'étais content de moi, j'étais content de l'équipe. J'étais content de cet instant-là et très fier parce que, en fait, c'était pas moi qui devais faire ce premier journal. Normalement, ça devait être quelqu'un d'autre et Jean-Michel Fontaine m'a appelé le matin dans son bureau. Parce que moi, je ne m'étais jamais posé la question de qui allait faire ce journal-là. Jean-Michel m'a dit, c'est toi. Et là, je lui ai dit, d'ailleurs, j'espère qu'il m'entend là où il est, je lui ai dit, mais c'est un immense cadeau que tu me fais là. Parce que tu me fais rentrer dans une histoire qui rentre dans la grande histoire. Parce qu'on est, voilà, on va toujours se souvenir de cet instant-là, probablement. Donc, je sors en me disant, bon, c'était pas un test, là, hein, les amis, ça va continuer. Mais bien sûr, il y avait des applaudissements, bien sûr, il y avait des embrassades, il y a eu des moments de chaleur immense, là. Et puis, je me souviens bien, Indira Chetia qui allait faire le flash de 12h30. Oui, le flash de 12h30, parce que moi je refaisais le journal de 13h. Donc Indira, je lui passe les papiers et Indira fait ce qu'elle faisait très bien à l'époque, donc elle a fait les choses bien. Et donc on s'est passé le relais, mais moi c'était une pression qui retombait parce qu'il fallait que ça marche. Qu'est-ce qu'on allait dire à ces auditeurs-là? Qu'on était mauvais? Non. Et encore aujourd'hui, après 21 ans, des gens me reparlent de cette période, parce que ils ont été contents de ce qu'on leur a offert à ce moment-là. Je crois qu'on était à la hauteur du challenge qui nous était présenté, et Jean-Michel Fontaine a été le parfait berger de ces troupeaux-là. Laisse-moi revenir sur cette partie de l'histoire que peu de personnes connaissent. À 7h du matin, tu apprends que tu vas faire le journal, le premier journal qui est maintenant pour midi. Jean-Luc n'est pas préparé. Tu dis, c'est pas pour moi, je vais faire ce que j'ai appris à faire, ce que tu fais, mais quand tu viens un présentateur, en anglais on appelle ça anchor. C'est toi comme ici qui file comme ça. Puis tu as en haut, tu as toute la hiérarchie du travail de Radio One. En fait, j'avais fait beaucoup de journaux avant, mais pas à Maurice. J'ai fait beaucoup de journaux à l'étranger. J'ai travaillé pour plusieurs radios. Et là, par exemple, quand on a fait pendant un mois des tests à blanc sur plusieurs choses. Donc, j'ai présenté le journal ici, il y a eu pas mal tous les collègues qui présentaient. Mais là où c'était surprenant pour moi, c'était qu'on me propose ça parce qu'à cet instant-là, j'étais responsable de l'info. Mon rôle, plutôt, c'était de veiller à ce que tous les sujets soient prêts. C'est ce que j'ai dit à Jean-Michel à ce moment-là. Je lui ai dit, je vais être dans mon journal, je ne vais pas être dans la vérification. Et lui, comme d'habitude, à l'époque, il me dit, ça, c'est pas mon problème. Ou faire au mieux.
Et moi, j'ai fait au mieux, j'avais les yeux sur tout, mais il savait que je l'aurais, de toute manière que j'aurais fait. Ça ne servait à rien de rouspéter, de lui dire « trouve quelqu'un d'autre ». Non, j'ai fait. Et puis donc, là, j'ai préparé mon journal. On dit toujours son journal quand on prépare, mais c'est jamais vraiment son journal, c'est le journal de rédaction. J'ai repris mes textes pour les mettre, comme on dit dans notre jargon, dans notre voix. Parce que, par exemple, Jean-Claude, tu peux me donner ton lancement, c'est aussi un terme technique qui est ce qu'on dit avant d'envoyer un élément sonore ou un autre papier. Mais ton lancement, c'est fait dans ta tête. Moi, je dois le mettre dans ma bouche, dans ma voix. Donc, j'ai retravaillé tous les lancements pour faire en sorte que it fits ma voix, mon débit, un mot que je vais arriver à dire jusqu'au bout, que j'ai l'habitude de dire, voilà. Donc, c'était important de tout mettre dans ma bouche, dans ma voix, dans mon débit. Et donc, j'ai fait ça, plus j'ai vérifié les sujets qui rentraient, on téléphonait, j'avais appelé tous les collègues qui étaient sur le terrain, etc., etc. Et puis, il y avait heureusement qu'il n'y avait pas d'accident ce moment-là, parce qu'on avait Cyril Perrin-Aigon, à qui je pense fort aussi, qui n'est plus des nôtres aussi, malheureusement. Et Cyril, lui, c'était notre motard qui faisait le tour de l'île, de la capitale, qui nous ramenait des sujets pour dire aux automobilistes, ne prenez pas telle route, prenez telle route. Et heureusement, à ce moment-là, on n'avait pas Cyril, parce que sinon on avait 2 directs plus Cyril, qui lui, parfois, débordait du format. Je pense que ça allait être un peu compliqué, mais ça a été. Quand tu regardes maintenant le traitement de l'information, 21, pas sur 22 ans, après, tu es satisfait? Le bébé que tu as porté pendant ta formation, toute ton expérience que tu as portée à Maurice, le traitement quand tu allumes n'importe quelle radio, des 4 radios privées, et plus celui du gouvernement, de la MBC, tu es satisfait de ce que ton rêve était au bout de 20 ans? Est-ce qu'on y est? Si j'avais vécu 20 ans ici, 21 ans ici, parce que là, en juillet, ça fera 20 ans que j'ai quitté Maurice, 2003-2023. Si j'étais resté là, j'aurais pu te donner un vrai point de vue argumenté et tout. Moi, ce que j'écoute, c'est quand j'allume. Hein, je veux dire, quand je décide, je vais écouter telle station. Il y a un ton qui semble être le même partout, d'un débit, un ton chantant, qui commence chantant, qui se termine chantant, et je sais quand ça va se terminer parce que je sais que la brève va être comme ça, parce que on termine, on fait un trou dans la phrase et on termine, c'est toujours ça. Je sais que quand j'entends certaines brèves internationales, je sais que c'est la dernière brève parce que le ton est toujours le même. Ça, c'est un choix qui a été fait. Comment j'aurais fait? J'aurais probablement fait différemment. J'aurais peut-être fait différemment en faisant entrer plus de reportages et tout, enfin des choses un peu différentes. Mais je sais bien que les médias ont des contraintes financières. Ça coûte un journaliste. Un bon journaliste, ça coûte cher. Un bon journaliste, ça coûte cher. De l'info, ça coûte cher. C'est ce qui coûte le plus cher dans une radio. C'est de l'info, pas forcément les salons ou les choses qu'on couvre à côté. C'est l'info coûte cher. Donc il y a des choix qui sont faits. Pour moi, le bottom line, c'est quand je demande à ma maman, qu'est-ce qu'elle a retenu? Ma maman, ça a toujours été un peu ma boussole. Il y a 20 ans, elle avait 60 ans. Maintenant, elle a 80 ans. On écoute des infos et puis je lui demande, qu'est-ce que tu as retenu? Et j'encourage tous ceux qui font de la radio à demander soit à leur enfant de 10 ans, s'ils en ont, à leur cousin, à leur neveu, et à leur grand-papa, grand-maman ou leur maman si elle est âgée, leur papa s'il est âgé, qu'est-ce qu'ils ont retenu? Parce que c'est là où ils sauront si tout ce qu'ils auront fait sur ce ton chantant que j'écoute, si ça valait la peine. Parce que très souvent, il y a un grand écart entre ce qu'on a entendu, ce qu'on a retenu, etc. Il y a un gros effort qui est fait par toutes les radios et par tous les médias, parce que je sais que c'est difficile. C'est difficile, il y a un effort de courage qui est fait. Et je vois bien quand les confrères couvrent des sujets, posent des questions, quitte à se faire rembarrer, quitte à se faire traiter de tous les noms. Et ça, je trouve qu'en 20 ans, la radio, les médias
ont su cultiver ce courage. C'est pas évident de poser certaines questions. Ce n'est pas évident de tendre un micro à quelqu'un qui, de toute manière, va nous insulter ou qui va dire des choses qui sont dures par rapport au métier de journaliste. Des personnes qui ne nous ont pas dans leur cœur, qui nous le font savoir, qui mettent une pression inconsidérée sur les journalistes, ce que je trouve irresponsable. Irresponsable parce que de toute manière, on peut être fort aujourd'hui mais faible demain, et on aura besoin de cette presse-là. La preuve, 2014, je me souviens de certains propos qui étaient très très hautains face aux journalistes, et aujourd'hui, si ces journalistes-là, les mêmes, n'étaient pas là, qui aurait pu nous inviter, vous inviter? Ce sont les mêmes. Il y a un respect à avoir, et je trouve que la presse a cultivé du courage. Mais la presse a malheureusement aussi cultivé le côté star, vedette, qui est ridicule, puisque ça ne fait que passer. Je peux vous dire que quand je me suis absenté de l'antenne, il n'y a pas eu de manifestation pour me dire de revenir. Hein. Les gens sont très gentils aujourd'hui, ils se souviennent de ce que j'ai fait. Ils me demandent ce que j'ai fait, mais mon absence n'a empêché personne de vivre. Hein. Donc il faut se rendre bien compte qu'on n'est pas grand-chose. Ce qui compte, c'est le média, c'est pas nous. Il y a ce côté vedette et aussi ce côté aller vite, trop vite, pas tout vérifier, aller jusqu'à filmer des bébés qu'on met dans des cercueils en terre, aller faire des choses parce qu'on a peur que le concurrent fasse et qu'on n'a pas fait nous, père pour gain crier, gain zouré, qu'en retourner. Donc on fait et on montre un spectacle aux gens qui n'est pas de meilleur niveau. Maintenant, il y a un autre problème, c'est que les gens ont soif de ça parfois. Donc, strike the right balance between ce que les gens veulent, ce que notre métier nous dicte, et ce que notre patron, in fine, va nous dire, va nous reprocher ou pas, c'est compliqué en direct. Et le direct a rendu ça compliqué. L'avènement des radios libres à l'île Maurice, vous étiez pendant quelques semaines, la radio, tout le monde voulait découvrir, et le premier concurrent est nous. Est-ce que c'est là qu'a démarré la fameuse course au scoop qui met avant l'autre, qui va breaking news pour ici? Certains disons, vous avez eu cette information en primeur. Enfin, tu connais un peu. Oui. Toi-même, tu as sûrement. Tu t'es servi de cette phrase-là pour marquer d'où vient cette information. Mais la course à l'information, elle est terrible. Oui, alors à l'époque, évidemment, on savait qu'il y aurait des concurrents. Hein. Et puis là, tu as utilisé le terme radio libre. Moi, je dis toujours radio privée, parce que cette liberté-là, elle est telle. La radio libre, peut-être Radio Freedom à La Réunion, ou des radios qui émettaient dans des cadres où il n'y avait pas de législation claire. Mais moi, je reste toujours attaché à ce terme radio privée, mais bien sûr, ça c'est ma manière de présenter les choses. Oui, la concurrence, c'était prévu qu'il y ait cette concurrence. Mais ce qui était important pour nous, en tout cas à Radio One à l'époque, c'était de nous dire, les gens qui viennent vers nous, c'est pour ce que nous faisons. Les gens qui iront vers Radio Plus, c'est pour ce que Radio Plus fait. Sunrise Radio à l'époque, pas Top FM, Sunrise Radio à l'époque, les gens iront là-bas. Comme les gens continuent à aller vers la MBC, Cool FM, déjà à l'époque, Radio Maurice, Radio Mauritius, je crois qu'il y avait Tal FM, déjà, Best FM qui sont venus après. Best FM est venu, je crois, après. Et donc, chacun avait sa ligne. Et donc, pour nous, ce que nous disions toujours à l'équipe, et ce que je dis toujours aux équipes avec qui j'ai travaillé ou que j'ai pu être, c'est que chacun de vous avez été recruté parce que vous avez une force, parce qu'on a décelé chez vous un talent. Et c'est ce talent-là qui va être appelé à se développer. Justement, tu viens de dire le mot recruter. Quand j'ai vu cette fameuse une de l'Express, l'affiche, c'était
C'était en format magazine. Oui. Je vois Marie-Michel Etienne, ok, MBC. Sandra Mayotte. Sandra Mayotte, MBC. Elvis Kenneth, MBC. Iverman, MBC. Je dis, ben la MBC, c'est doublé. C'était pas un risque d'avoir tant de personnel de la MBC, parce que c'était le seul point où on pouvait tirer des personnes qui avaient les qualités que Jean-Michel Fontaine ou Jean-Claude Destrac cherchaient. La radio a commencé avec quoi, Jean-Claude? Là, tu me dis, non, mais la radio, quand elle a commencé à midi, elle a commencé avec quoi? Avec l'introduction d'Iverman. Mais l'élément qui marque l'entrée de cette radio privée, c'est pas des disques à la demande. C'est pas vous nous appelez du côté de là, c'était l'info. Donc ça, je crois, c'était aussi pour dire aux auditeurs, on commence avec un journal. On ne commence pas avec Cause Causée, avec indice pour X, indice pour Y. C'est arrivé après. Pas de problème. Mais c'était important de commencer la radio, pas par du bavardage, pas par des choses qui peut-être auraient pu nous dire, ben finalement, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'était de commencer avec une info, un bulletin formaté, 8 minutes, pas sortir là-dessus, non, 11 minutes, pardon, 12 minutes pour le rappel des titres, mais 12 minutes, pas pour sortir dedans. Donc, ces visages-là, les visages qui viennent, prenaient un gros risque aussi, parce qu'ils quittaient leur confort. Ils entraient dans un format qui n'était pas le leur. Sauf, je dirais, il y a des cas, je me souviens bien, où je voyais bien que c'était super préparé. Quand Marie-Michel Etienne vient faire une émission, elle n'est pas venue là maintenant en poste, hein. Elle a déjà fait tout son travail, elle sait comment elle va mener sa barque. Quand elle arrive pour faire Enquête en direct avec Finlay Salès, cette émission qui commence, c'était à l'époque lundi, mercredi, vendredi. Cette émission qui commence à 9h, là. Ça a été préparé bien à l'avance, ça. Les sujets qui rentraient, sauf les gens qui venaient en direct, annonçaient quelque chose. Et là, c'est tout leur talent, à l'époque, le chaud, le froid. Michel plutôt cool down, Michel amène glaçon, Finlay tout feu, tout flamme. Et il commençait, et Finlay, il y avait les emportements, les silences, un silence interminable, Finlay, Crandon, comment dire, quand elle avait monté là, une silence. Et après, voilà, ça, ces choses-là, c'était presque quelquefois, bon, c'était authentique hein, sur le moment, mais après, quand on réécoutait, je disais, ah là, c'est un grand moment de théâtre. Oui, c'était presque théâtral. C'était théâtral. C'est un emportement, Finlay qui s'emporte, Michel qui le calme, Finlay qui dit oui, il faudrait qu'on s'intéresse un peu à cette usine qui pue là, dans tous les sens du terme. Et là, Michel qui dit oui, on va voir, on va appeler telle personne. C'était ça, Enquête en direct. Lundi, mercredi, vendredi. Mardi, jeudi, Michel préparait ces choses. Sandra Mayotte, Mario Noir. L'idée, c'était quoi? C'était de leur faire un format qui était nouveau. Je te fais la cuisine à partir de 11h10. À partir de rien. Je te fais un plat jusqu'à midi. Et Mario, dans tout ce talent, il fait un bruit casserole, il fait un bruit qui mangeait. Ça a agacé des gens. Hein. Je sais que ça a agacé beaucoup de gens. Mais ça faisait plaisir à d'autres. À une grosse majorité de gens qui se retrouvaient dedans. Parce qu'à 11h10, ça même je peux faire. Je peux un casse-fait carré poulet. Je peux décider si je peux la même maintenant peut commencer gratte poisson et n'a peut sauter bazar. Voilà. Et c'était ça. Et puis l'après-midi, un talent qui a explosé déjà à l'époque, mais qui continue, Nilam Sharma, qui arrive à 13h et qui prend de coup beaucoup de gens, parce que c'est une voix qui vient d'Inde. Aujourd'hui, elle parle créole. À l'époque, je peux vous dire, il n'y a pas de cause créole, Nilam. Tu peux cause anglais et hindi. Certains disaient du English, H-I-N-G-L-I-S-H. C'était leur point de vue, mais moi, je pense que Nilam a pris un statut dans le cœur des auditeurs qui était immense. Donc ça, je pense que
ce format-là, tu parles de cette une de la Dream Team, il y avait aussi une grille des programmes qui relève du rêve, hein, parce que faire en sorte que cette pièce de macramé-là soit brodée de cette manière jusqu'au soir, quand il y en a ben, WhatsApp, c'était l'équipe qui venait, qui peut mettre l'ambiance le soir. On était loin d'Armada 666, je dois rassurer Tout le les monde. gens, hein, c'était pas ça. Quoique, je ne sais pas aujourd'hui si on aurait fait appel à eux, mais avec beaucoup d'eux dans ce vin-là, mais il y avait l'équipe de WhatsApp, et je me souviens le soir d'un coup de fil de Jean-Claude Delestrac qui me dit qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Puis je dis Jean-Claude, c'est ça, c'est la radio, c'est à 22h, il y a un public pour ça, et le standard est rouge, tout le monde appelle ces jeunes-là. Parce qu'il y a un public. Tony Fala, il touchait un public qui était un public qui cherchait ça. Il avait trouvé ce public. Bon, on l'avait mis là à l'époque. Il y avait aussi, j'ai oublié son nom, mais ça va me revenir, notre confrère qui était venu faire une émission classique, de musique classique de 21h à 22h. Imagine cette musique classique de Mozart, fini 21h, 22h, 21h59, Mozart fini. 22h, tu rentres dans WhatsApp avec Tony Fowler. Cet enchaînement-là, il est brutal, mais en même temps, ça montrait la diversité de cette antenne. C'est qu'on pouvait avoir de la musique classique juste derrière et rentrer dans cette émission-là. Et puis voilà, et puis ça coule tout seul. Tu as parlé de Freedom à La Réunion, que je connais très bien, que nous connaissons beaucoup à Maurice. Enquête en direct, c'était doléance, c'était presque pareil, l'a dit, l'a fait. C'était le bon modèle à prendre. C'était le modèle réunionnais que on sait que, bon, parfois, Camille Sud venait mettre son grain de sel. Est-ce que c'était voulu dans cette version-là? Non, pas dans cette version. Disons que, pour ceux qui ne connaissent pas Radio Freedom, c'est libre antenne quasi toute la journée. Maintenant. Voilà. On téléphone. Ça peut être du chat perdu à l'infotrafic, à un incendie, ça va ou un bateau, il y a quelques produits qui sont des voilà. Tout ça est dit. Nous, c'était très formaté. Les gens téléphonaient. Mais ça tient aussi de ceux qui sont à l'antenne. N'importe qui ne peut pas présenter enquête en direct. Il faut maîtriser ça. Maîtriser, à la fois avoir un gros bagage de comment les choses fonctionnent et aussi savoir maîtriser ce qui va arriver. Parce qu'on peut venir, n'importe qui peut venir dire n'importe quoi, raconter n'importe quelle histoire, ramener une fake news en direct, parce qu'on est en direct là, c'est sans filet là. On doit être capable de dire un petit moment, nous faisons un check, après nous guetter. Donc nous, l'idée, en tout cas, quand j'y étais, il y avait Finlay et Marie-Michel, je me souviens bien des discussions qu'il y avait. Et il y a aussi eu un grand moment, mais je ne sais pas, un moment très fort pour moi, mais je ne sais pas si tu t'en souviens, c'est quand Sandra est venue, Sandra O'Reilly, on peut dire maintenant, qui était venue à l'époque, qui avait subi l'horreur, c'était des viols à répétition, et qui avait, son histoire était dans la presse, et Sandra un jour nous appelle, Madame O'Reilly nous dit, Madame Sandra O'Reilly nous dit, je voudrais témoigner et j'aimerais le faire en direct au micro chez vous. Et elle vient en direct, dans Enquête en direct, avec Finlay, avec Michel, Étienne. Et je me souviens, cette émission donc fait 9h, 11h. Et il y a un flash à 10h. Je ne devais pas présenter le flash, moi, c'est quelqu'un d'autre qui devait le faire et la personne était absente. Et je présente le flash de 10h. Tu rentres dans ce studio-là avec tout ce que Sandra a dit. Et tu t'assois dans ce studio-là, elle est toujours là, toute l'équipe est là. C'est une ambiance très lourde, ça fait ce flash-là. Prenez soit vite d'essayer, tous avec qui viennent derrière là. Mais faire ce flash-là, interrompre ce qu'elle disait et être en studio, l'entendre, c'est extrêmement fort. Donc là, on était vraiment dans des moments très puissants, très 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 puissants. Et le format était risqué par rapport à qui tient la maison.
Pour moi, Finlay et Marie-Michel ont très bien tenu la maison. À l'époque où j'y étais, après, bon, les choses, je ne sais Quand pas. tu n'étais après pas comment là, les choses étaient. c'est pas toi. Quand moi, la première fois, j'ai écouté Radio One, bon, on est le 13. Le 13, j'écoute Radio One, mais je dis, mais vous faites la MBC à 13h, 2h temps indien, MBC. La MBC le faisait le 16h30. Oui, le journal de 16h30. 16h30, Cool FM, Sugar FM qui est venu l'imposer 21 ans après. On n'a pas été capable d'en sortir. Les émissions sportives, c'est presque à la même heure. Le dimanche, tu allumes ta radio. Les radios à la même heure, c'est le même style de musique. Pas à l'époque. Pas à l'époque, mais quand tu regardes un peu. Vous étiez en train de faire la MBC bis parce que quoi? C'était la formule. Je ne sais pas si tu t'es assis avec Nicolas, avec Jean-Michel, tu disais, bon, écoutez, là, c'est un peu MBC. MBC de 13. Je sais, MBC de 13h, 15h, c'était l'émission pour la tranche industrielle parce qu'il n'y avait pas tous ces bandes FM là. Alors, à l'époque, c'était aussi progressif. Hein? C'était progressif. Parce que, tu vois, c'est une grille que tu mets en place et tu regardes comment ça va. Le focus pour nous, ça devait être la matinale qui devait être faite d'infos, de chroniques, d'informations pratiques que les gens qui viennent chez nous ressortent en sachant dans quel monde ils vivent, dans quel Maurice ils se réveillent. Nous tiens un invité à 8h15, nous tiens une revue de presse à l'époque, quand moi tu peux expliquer du monde qui tient dans la presse, enfin expliquer, c'est un grand mot, mais où je parlais des choix éditoriaux des journaux. Le Mauricien a fait ça hier, on avait la une de l'Express le matin, l'après-midi on avait la une du Mauricien. Mais c'est pas ce que je vais faire. Et donc pour nous, la matinale devait être une matinale, quand tu sors de là, tu rentres dans le bureau, tu connais dans qui Maurice te réveiller. En face, Radio Plus avait opté beaucoup pour des jeux, pour quelque chose d'une convivialité. Voilà, un ton moins, on va dire, un peu lourd. Radio One venait avec info, chronique, ban éditorialiste un après l'autre, voilà. C'était un choix, et nous, c'est un choix assumé, ça, un choix assumé. Après, enquête en direct, après la cuisine, après-midi le journal, et après, effectivement, l'après-midi, où il n'y avait plus le même enjeu, je dirais, de nouveauté immédiate, parce que si tu prends de 13h, quoique à l'époque, je crois que la MBC ne faisait plus d'émissions en Hindustani à 13h. Donc on avait mis à 13h. Il y avait un truc de méditation, quelque chose comme ça, je crois, sur Cool FM. Mais à revoir, hein, j'ai plus la grille de Cool FM dans la tête. Je n'ai plus ça. Et ensuite, il y avait un accompagnement des auditeurs Mario qui prenait On the Road Again. Il y avait la une du Mauricien et le journal de 16h30. Et là, on était en face de la MBC, là, du journal de la MBC. La nouveauté, très culottée et qui a tenu la route, c'est venu pas de nous, pas de Radio One, mais de Radio Plus qui a installé son grand journal à 16h30, qui n'était pas seulement un journal format 11 minutes, 12 minutes, mais quelque chose qui allait tenir sur la durée. Et c'est ça qui est devenu, avec le temps, au cœur de l'info, etc. À l'époque, moi, je ne pensais pas que ça allait être le bon moment pour approfondir l'info, parce que je me disais, les gens sont peut-être pris ailleurs, faisaient autre chose. Nous, on avait opté pour le matin, pour faire des chroniques, pour faire des invités. L'invité venait le matin dans un format plus court. Et aujourd'hui, Radio Plus, Télé Plus, c'est le grand rendez-vous de la journée pour eux. Et je comprends, et c'est eux qui ont commencé ça. Et c'est eux, je pense qu'il faut rendre hommage au fait qu'ils ont parié sur ce format-là le soir, qui a duré. Mais nous, voilà, on faisait comme ça. Et effectivement, dans le ton, c'est vrai que quand on entend la voix de Marie-Michel Etienne, on pense à la MBC. Mais ce qu'elle faisait était assez différent. Sandra Mayotte, on pense aussi à la MBC. Parce qu'elle avait aussi ces moments où elle faisait des disques à la demande, etc. D'ailleurs, je me souviens, le premier jour, elle était un peu
un peu direct avec une auditrice qui lui a dit, ici on ne demande pas une disque, on demande un disque. Donc après on lui a dit, tu sais, allez, nous sais guetter comment ça fait là, allez. Et après le week-end, ce qui était bien le week-end, le dimanche surtout, on avait sur le grill, qui était un rendez-vous politique, à 11h, personne ne faisait ça. La MBC faisait ça le samedi. La MBC faisait ça le samedi matin, je crois. Il y avait un rendez-vous avec un invité, samedi matin, qui était politique, un peu plus politique. Jacques Monique, qui était en face, faisait ça. Et nous, on l'avait fait le dimanche. Après, on avait le samedi soir une émission de sport avec Jean-François Lecning. Sports One. Il y avait Vikash Bhagirathi, MBC aussi. Très bon présentateur de journal, d'ailleurs. Je regrette qu'il ne présente pas le journal télévisé aujourd'hui. Enfin, peut-être qu'il le présente quelquefois, mais pour moi, c'est l'un des meilleurs présentateurs, Vikash. Je salue s'il suit cette interview. Et donc Vikash faisait aussi à la fois le journal des sports, quelque chose que j'ai jamais su faire, moi, le journal des sports. Et puis on a roulé comme ça. Il y avait Yacine Mohabet qui était avec nous régulièrement le matin. Lui, il aimait l'environnement, donc il venait donner un coup de main. D'ailleurs, un jour, il m'a sauvé la vie en écrivant le journal des sports pour moi. C'est pas lui qui allait à l'antenne. Je me souviens que je répétais avec Yacine les résultats sportifs. Parce qu'à Maurice, il suffit de dire Manchester 2, United 2, Liverpool 1, et c'est le contraire. Tu t'es fait flamber. À un moment, on passe au-dessus. On passe au-dessus des hauts. Donc voilà, on avait fait tout ça et on a essayé de donner un ton différent. Mais c'est vrai que la radio, on n'a pas réinventé la radio. Hein, la radio était là. Ce qu'on a essayé de mettre, en tout cas, et ça, je pense, les auditeurs l'ont bien compris, on a quand même donné la parole à tout le monde. L'ouverture de la parole, les deux côtés des sujets qu'on traitait, ce n'était pas un one-way traffic. On faisait venir des gens, parfois, qui ne nous aimaient pas, ou qui avaient où c'était tendu. Je me souviens d'interviews, c'était tendu. Mais il y avait aussi un respect sur le fait qu'on ouvrait la porte à tout le monde. On ouvrait, mais quand tu écoutes maintenant le vendredi des émissions politiques sur toutes les radios, mais tu as l'impression que la personne que tu as entendue la veille, mais dimanche matin, il avait ta Bible. Ou tous les samedis avec Finet, ce sont les mêmes personnes. Ou avec Mervyn, ce sont les mêmes personnes qui parlent. Pour toi, c'est pas restreint. Il faut absolument trouver d'autres voies. Ça, c'est un besoin. Parce que indirectement, on crée dans l'imaginaire ou dans la tête de gens des visages qui deviennent comme des références sur tel ou tel sujet. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément habilitées à parler de certains sujets qui peut-être sont invités. Le fait de revoir les mêmes valide quelque part une stature nationale chez certains, alors que ces personnes-là n'ont peut-être pas une stature nationale. Donc il faut faire attention à ça. Après, il y a quelque chose aussi, nous devons accepter, Maurice n'a pas une pléthore d'invités potentiels. Hein, c'est peut-être que telle émission s'essouffle, ou bien tel rédacteur en chef devrait aussi avoir l'oreille pour se dire, cette personne-là était là-bas, on ne va pas l'inviter tout de suite chez nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas l'inviter. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est le fait que le gouvernement ou ceux qui sont proches du pouvoir ne jouent pas le jeu de l'équilibre et font croire après que les journalistes, les médias, toi, d'autres collègues, vous ne donnez pas la parole suffisamment à the other side of the story. Ils font croire que ils font croire que la radio c'est devenu le tribunal populaire, alors que eux ont été très souvent sollicités et eux ne viennent pas. Cette politique de la chaise vide donne l'impression que les médias sont one-sided, alors que les médias essayent le plus possible, comme ils peuvent, d'avoir l'autre côté, the other side of the story. Est-ce que maintenant, les médias
aujourd'hui, ces médias-là n'ont pas donné l'impression qu'on va inviter des gens en terrain neutre? Est-ce que les médias eux-mêmes, peut-être par le choix des sujets, l'angle qu'ils ont choisi pour interroger, donnent l'impression qu'ils penchent d'un côté ou d'un autre? Ça, c'est une question que tous les médias doivent se poser. Mais moi, le fait de ne pas venir systématiquement, de laisser une chaise vide, et après d'aller critiquer les journalistes, de critiquer les médias en faisant croire que ce sont des porte-voix de l'opposition, c'est malhonnête, c'est dangereux pour les journalistes qui vont se faire insulter peut-être par des partisans surchauffés, et ça ne sert pas la population, ça ne sert pas les électeurs. Tu as l'impression que les radios à l'île Maurice sont one-sided? Ils sont dans une situation où par exemple pour les émissions, comme je dis là, pour les émissions d'invités, voilà, disons au cœur de l'info, prenons le cas de mes confrères de Radio Plus, Télé Plus, parfois ils arrivent à avoir une personne qui est proche ou tourne autour du pouvoir, mais c'est pas forcément ceux qui sont frontbench, hein, ce sont souvent les backbenchers qui viennent ou qui se proposent de venir. Et ça donne cette impression-là. Moi, ce qui m'a beaucoup gêné en 2019, pour la campagne électorale de 2019, ce sont les enquêtes qui ont été présentées par Top FM, au cœur du pouvoir ou un truc comme ça, je crois, et qui étaient hyper dramatiques et qui donnaient l'impression qu'on était dans quelque chose d'extrêmement, une tension immense. C'était une musique anxiogène, du fait partout, voilà. Et ça, l'angle qui a été pris, d'ailleurs, où M. Sherry Singh était concerné aussi par un des épisodes, je crois, cet angle-là ne donne tout sauf l'impression de neutralité, ou d'honnêteté pour faire honnêteté dans le sens ouvrir la porte à l'autre version. Alors ils pourront dire que très certainement ils ont cherché l'autre version, mais le produit fini et le côté très très dramatique hollywoodien de la chose donnait l'impression que c'était un média qui était un média proche enfin pas pro-gouvernemental en tout cas, très, très clairement. Tu as travaillé en Afrique. On va quitter un petit peu Maurice, on va aller sur le continent. Comment tu compares la radio africaine et la radio mauricienne? Alors, la radio mauricienne fait partie de la radio africaine. Oui, justement. Comment, dans les pays que toi tu parlais, ce sont des pays francophones, alors que nous, on est... anglophone aussi. Anglophone aussi. Comment tu vois tu compares les... Alors, je sais d'où je viens. Donc, moi, mes enfants arrivent encore aux îles. Donc, quand je vais là-bas, c'est mes enfants arrivent encore aux îles qui arrivent dans certains pays du continent. Donc, j'ai travaillé au Congo, au Soudan du Sud, en Centrafrique, des pays très tendus où il y avait la guerre civile dans certains cas, où j'ai travaillé cette fois comme responsable de médias. Donc, là, avec mes collègues, mon national staff, je peux faire ce travail. Je peux accompagner eux, en fait. C'est ça, j'accompagne ces médias-là. Donc, en arrivant là-bas, je me suis rendu compte de la chance que nous avons, nous Mauriciens, de pouvoir faire ce que nous faisons à Maurice. J'entends beaucoup parler de dictature, nous ne sommes pas en dictature. J'entends aussi que la démocratie tient à un fil. Franchement, non. Je pense en tout cas qu'il y a aujourd'hui une authoritarian grip qui se referme petit à petit, où on a peur de parler. J'entendais un auditeur qui disait chez Nawaz Nobucks et Jagdish Joypal, mais aussi je crois chez Finet Salès samedi matin, La Voix Maurice à Radio Plus et Polémique sur Radio One, qui disait là mon peut causer, mon pas qu'on est capable de gagner dans mon box. Planting. Oui.
Et ça, c'est mauvais pour nous. C'est mauvais. C'est mauvais. Il y a une pression énorme. Il y a des tentatives d'intimidation qui sont extrêmement, qui commencent à devenir monnaie courante. Nous ne sommes pas en dictature. Je peux vous dire, j'ai travaillé au Soudan, je sais ce que c'est une dictature. J'ai travaillé en Centrafrique, je sais ce que c'est que des milices armées qui peuvent nous trancher la gorge à n'importe quel moment. Donc nous ne sommes pas en dictature. La situation est problématique et il faut absolument changer cette voie-là. Mais je pense que nous avons beaucoup de chance d'avoir un paysage audiovisuel qui est multiple. Tout le monde trouve son compte. Hein? Tout le monde trouve son compte. Ceux qui veulent écouter Waza, ceux qui veulent écouter MBC, Radio One, Radio Plus, Top FM, etc. Best FM. Tout le monde fait son shopping. Mais moi, j'ai travaillé dans des endroits où il n'y a rien, où il n'y a pas un média qui soit crédible et qu'il a fallu construire, créer un média, créer un recours pour les gens qui veulent être informés, savoir ce qui se passe. Pas n'entendre que des rumeurs. La rumeur tue. Là-bas, la rumeur tue vraiment. Pas n'entendre que des médias qui disent, par exemple, le voisin du Congo, le Rwanda, où il y a eu le génocide, la radio des Mille Collines a contribué à ce génocide-là. Et on a de la chance. Aujourd'hui, je vois beaucoup de graines semées de la radio des Mille Collines sur les réseaux sociaux chez nous. Des gens que je connais, qui ont été des confrères à Radio One, qui aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, parlent de nous, non pas comme Mauriciens, mais comme hindous, créoles, musulmans, et là je suis gentil. Et ça c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Mais est-ce que le fait que tu aies voyagé, tu n'as pas été au pays pendant 20 ans, te donne ce regard-là? Parce que toi et moi, nous sommes Mauriciens. S'il y a une troisième personne qui là va regarder, bon, hein, j'en connais un peu plus créole, tout ça, oui. Parce que le lien qui nous unit, c'est le Mauricien. Nous sommes pareils. Mauricien, c'est le common thing, la séparation. C'est ça. Est-ce que ça va venir être dangereux? Est-ce que c'est déjà dangereux? Je ne sais pas, pendant les élections, tu es hindou, tu es musulman, tu es sino-mauricien, tu es population générale. Ça, c'est une structure. Ça commence comme ça, en fait. Moi, j'ai vu la fin du film. Ailleurs. J'ai vu ce film-là ailleurs. J'ai vu le film, j'ai vu la fin du film et j'ai vu les conséquences de la fin du film. Donc ici, ceux qui veulent jouer avec le feu, parce que c'est ce qui s'est passé entre les Hutus et les Tutsis au Rwanda, c'est un génocide des Tutsis. Ça a commencé par pas de place, pas de place de travail, ou trouve s'il y a un problème, c'est eux-mêmes. Ah, je ne pas aussi pas là. Voilà. C'est voir l'autre, qui pourtant a la même nationalité que moi, comme étant soit différent, inférieur, ou pas digne d'obtenir telle ou telle chose. Ça commence comme ça. Et après, ça échappe au contrôle. Après, pas capable de dire, pas moi, ça, lis ça. Non. Parce que ceux qui sèment les graines de cette horreur-là, ce ne sont pas ceux qui prendront la machette après. Ce sont d'autres qui feront le travail. Après, je peux sauver, je peux disparaître comme beaucoup se sont échappés. Ils ont quitté le Rwanda, ils sont rattrapés aujourd'hui par la justice française ou ailleurs. Ce ne sont pas eux qui tiennent les machettes. Mais quand toi, tu parles de ce moment très, très difficile pour le Rwanda, Maurice, on vit ça depuis belle lurette. Il y a toujours cet antagonisme. Un jour ça sort. Oui, mais c'est des mots. C'est des mots. C'est des mots, ce sont des expressions. Avant, ça peut être un truc rigolo, on rigole de ça. Mais quand on pinpoint un groupe ou un autre groupe, parce que ça va dans les deux sens, hein, c'est pas juste un groupe de victimes. Il y a aussi un groupe qui est vu comme étant le puissant, intouchable. Et ce groupe-là aussi est en danger. Les deux sont en danger. Il n'y a pas qu'un groupe qui est victime là. Il n'y a que des dangers partout. Ce que je veux dire, c'est qu'on doit se rendre compte que si déjà ça nous gêne,
je dis ça comme ça, hein, si déjà certains discours nous gênent, c'est qu'il y a un problème. On n'est pas obligé de voir des meurtres sur le dos des meurtres ethniques. Si déjà ça me met mal à l'aise d'entendre quelqu'un qui parle de mon frère mauricien, parce que moi je vois ça comme ça, on est tous frères et sœurs ici. Nous tous locataires sur la terre là. Locataires. Quand Motan Kiken cause comme ça avec Andy Moon qui est capable, ce CV pli crépiqué pour moi, ou bien cela pour pli blanc qui pour moi, ou bien l'autre religion qui moi. Mais pour moi, j'ai pas de problème. Quand je suis né comme ça là. Je veux dire, c'est pas sur catalogue que je suis né. Je suis né comme ça, comme je suis. Pareil, comme mon frère Mossé là, il est né comme ça. Voilà. Souvent au Congo, c'est ce que je disais ça à mes collègues, je leur disais, vous savez, parfois je culpabilise. Parce que même si eux, ils ont un peu de mal à me dire africain, parce que je ne pas trop comprendre. Mais la tête un peu indien, mon cause français, c'est très, très déstabilisant pour beaucoup. Et je leur dis, vous savez, vous êtes nés ici au moment d'une guerre. Moi, je suis né dans un pays à un moment après l'indépendance où la génération de mes parents et de mes grands-parents ont fait le choix de vivre ensemble. Si ben là, tu ne décidais pas pour vivre ensemble, toi et moi, on serait peut-être dans un camp de réfugiés quelque part. Donc, je pense qu'on a cette chance-là. Et je leur dis, c'est pour ça que je vous donne mon maximum. Je vous donne mon maximum parce que je pense que j'ai beaucoup de chance. Et j'aurais pu naître ailleurs. Donc, c'est un devoir pour moi de donner. Et c'est ça que nos personnes ici à Maurice, nos compatriotes qui se laissent aller à ces discours honteux, devraient faire attention parce qu'ils partiront un jour et ils porteront la responsabilité après leur départ de ce qu'ils auront semé. Parimas dit toujours le poids des mots, le choc des photos. Quand tu étais dans ces deux pays-là, le choix des mots de Jean-Luc Moutoussamy, il fallait comme un grand personnage politique, il dit il faut savoir vraiment peser ses mots parce qu'un mot de travers peut enflammer une situation qui n'est pas dans la ville où tu es en train d'émettre, mais un fin fond à 500-600 km dans la bourse africaine. Est-ce que le choix des mots dans un journal, pour tes animateurs, pour tes présentateurs de journaux, c'était important? Tout était pesé. Pas juste alors, on avait... pour moi, la référence, c'était le journal en français ou le journal en anglais. Alors moi, je n'étais pas rédacteur en chef, mais j'étais responsable de projet. Donc, je voyais plus large que ça, mais en briefing, j'étais toujours là et je donnais mon point de vue pendant le briefing, la conférence de rédaction. Donc, les mots, chaque mot pèse. Je prends juste un exemple sur un mot qui est utilisé très facilement par beaucoup de gens. Quand tu vis dans un pays en guerre, où tu as tes auditeurs sont des deux côtés, hein. Tu as un auditeur, pas juste du monde qui dans la tête les bons, the good side. Un auditeur des deux côtés. Le terme terroriste, par exemple. Oui. J'ai travaillé au Mali. Le terme terroriste. Quand tu détermines, quand tu dis que quelqu'un est un terroriste, ça veut dire que tu l'assimiles à quelque chose de bien précis, à une définition bien précise dans le Larousse, dans le Petit Robert. Mais ceux qui sont dans l'entourage de celui que tu as appelé terroriste, c'est probablement leur sauveur, parce qu'ils ont ce type-là et celui qui est en train de défendre leurs intérêts. Donc on est ramené à ça dans ces régions-là. Moi, je dis toujours, nos collègues n'utilisaient pas le terme terroriste, ils utilisaient le terme groupe armé. Tu vois la nuance? C'est un groupe armé. On ne disait pas des soldats qui ont violé des femmes. On ne disait pas des soldats ou des soldats congolais ont violé des femmes. On disait des hommes en uniforme. Parce qu'on ne pouvait pas savoir si ces hommes qui portaient des uniformes-là étaient des soldats. Tu vois jusqu'où on allait dans les détails. Donc pour nous, chaque terme, chaque mot
des chiffres, par exemple, les chiffres de bilan. On ne va pas dire une centaine de morts. On ne peut pas, nous, dire ça. On ne peut pas dire une centaine de morts. Si on dit une centaine de morts, tu situes où? À 110, 190, que te mettre les? Non. Il faut dire combien de corps ont été trouvés. On dit 92 corps ont été trouvés. Et j'avais un collègue qui allait jusqu'à descendre dans le charnier pour le compte cadavres. Là où des gens de la Croix-Rouge ne pouvaient même pas aller. Parce que c'était trop nauséabond, ils ne pouvaient pas aller. Donc, lui, mon collègue, Dieudonné, je salue s'il regarde cette interview, Dieudonné en Centrafrique. Dieudonné il descend voir parce qu'il y avait un puits où des militaires, là c'était des vrais militaires, avaient tué des femmes et les avaient mis dans un puits, dans un truc couvert. Dieudonné allait vérifier. Il allait vérifier le nombre de cadavres. À un moment, je lui ai dit, non, tu n'es pas obligé de faire ça. Non, mais pour l'exactitude, pour être sûr. Et là, on a des cas où des collègues ont au fond de leur tête une forme de traumatisme. C'est traumatisant. Moi, par exemple, il y a des choses, des odeurs que j'ai respirées Qui ne parlent pas. et qui ne partiront jamais. Quand j'en parle, par exemple, là, j'en parle quand je suis arrivé à Bangui, en Centrafrique, des corps brûlés sur un rond-point. Cette odeur-là, quand j'en parle, ça revient, mais ça ne partira jamais. Tu as tous tes sens qui sont éveillés. Donc les mots sont importants. Le choc des photos, puisque Paris Match c'est le poids des mots et le choc des photos. Si nous devions, moi par exemple, si j'aurais pu vendre beaucoup de reportages avec des cadavres, avec des corps mutilés, avec des gens qui ont le bras coupé, etc. Je ne peux pas faire beaucoup. Sauf que là, on est dans une situation où il faut faire attention. Ce qu'on montre doit être aussi respectueux, même des morts. Donc c'est très compliqué. Disons le Mauricien que je suis, tu me dis, bon, Jean-Claude, bien, on va aller un peu au Congo, au Ghana. Moi, je suis habitué à un style de radio. Quel est le style de radio là-bas? C'est-à-dire matinal, le même format. Bon, on ne va pas avoir la tranche hindustanie, peut-être que ça va être un peu plus local. Quel est le style? Les gens se réveillent très tôt dans ces pays-là. Donc le prime time est très très tôt. Il peut déjà commencer à 5h30. Ce sont des agriculteurs. Ça dépend des coins. Hein. J'ai travaillé dans des radios communautaires dans des villages. Petite radio avec un petit émetteur qui tient dans une boîte à chaussures, avec un petit rayon 5 km. Donc ça, les habitudes d'écoute sont différentes. Là, tu es capable de faire une radio, là, 6h du moment pour écouter là. Ou bien tu mets un programme musical et les gens vont se retrouver autour d'un arbre pour écouter la radio et vont expliquer, le chef du village va expliquer en langue locale ce qu'il entend en français. Donc ça, c'est très local. Ça manque ici, des radios vraiment de proximité. C'est ça qui manque ici? Je trouve ça manque. Ça manque. Ce serait bien que les gens puissent avoir, par exemple, dans des municipalités, des radios par municipalité, par conseil du village, ou un programme, pas forcément une radio, mais ça peut être un programme online, où les gens se retrouvent, où on parle de nos soucis à nous, des soucis, des joies aussi entre nous. On peut célébrer un anniversaire online de quelqu'un qui a 100 ans. On se marie online aussi, hein? Oui, ça, c'est autre chose. Bon. Mais là, on pourrait faire des choses, tu vois. Et puis, il y a la radio qui est nationale, qui a aussi le même rythme, très, très fort. T'écoutes le matin, ça descend un peu, ça remonte l'après-midi. Et c'est très joyeux, la radio en Afrique, dans les pays où j'ai travaillé. C'est extrêmement joyeux. Il y a une joie de vivre extraordinaire. J'ai un collègue qui, lui, c'est un DJ un peu impossible à gérer. Dinacor, si tu écoutes Dinacor, je te salue. Dinacor prend l'antenne à 11h. Alors, ceux qui l'adorent et ceux qui le détestent, mais ceux qui l'adorent, bon, les journalistes en général pensent qu'ils sont les meilleurs, les gens viennent les écouter. Non, Dinacor, animateur de radio, faisait 93% d'audience. 93% d'audience.
tout le monde l'écoutait. Si tu vas à l'ambassade de France, par exemple, te tape la porte, bonne chance si le gardien t'ouvre, parce qu'il écoute Dinacor. Donc c'est ça la radio, joyeuse. Joyeuse parce que l'Afrique est joyeuse. L'Afrique n'est pas faite que de problèmes. Mais aussi, face à ces problèmes, avec des débats, avec une vraie culture de débat, les gens qui ne s'entendent pas viennent autour d'une table. Parce qu'un débat, c'est avec des gens qui ne s'entendent pas. Donc les gens qui ne s'entendent pas viennent débattre de manière civilisée, de manière honnête, disent les choses qui vont, qui ne vont pas, ressortent en agree to disagree, mais ressortent de manière à ce qu'ils savent qu'au bout, les auditeurs ont pu écouter tous les points de vue. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié ça. Ici à Maurice, on a eu un nouveau phénomène, c'est-à-dire avec Facebook. Ces émissions que tu as dit, 16h30, sont venues des shows maintenant. Est-ce que tu avais prévu ça? Est-ce que c'était peut-être pas en 2002, Internet était balbutiant, mais quand tu regardes ça maintenant, c'est presque de la télé maintenant. Qui avait prévu Facebook en 2002? Personne, non? Déjà. Moi, je trouve que, oui, c'est bien que ces choses-là ont pris une forme voilà, il y a une dynamique qui s'est mise en place. Et je trouve que Télé Plus, Top FM, Radio Plus, Radio One le fait avec leurs émissions. C'est bien que toutes ces radios-là surfent aussi sur cette vague-là. Mais il ne faut pas négliger la radio pour autant, parce que la radio filmée, parfois j'écoute la radio et par exemple les interventions sur Zoom, j'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte, mais quand le son est mauvais, les gens n'entendent pas bien les interventions sur Zoom. Il faut aussi bien gérer le son. Mais je trouve que c'est bien que ces choses-là se soient mises en place et qu'on surfe sur ça. Maintenant, ce qu'il faut toujours garder en tête, c'est qu'est-ce que les gens vont retenir, quelles sont les infos que les gens ramèneront chez eux et comment ça fait avancer le débat national. Est-ce qu'on est en train d'unir ou on est en train de diviser? Est-ce qu'on est en train de rendre service à la population en l'informant ou bien on enfonce la population encore un peu plus dans sa morosité et dans ses difficultés? Un journaliste pourra me dire, oui, mais pas ma responsabilité, ça. C'est l'actualité qui est comme ça. Oui, l'actualité est comme ça. Mais en même temps, quand tu fais ton émission, moi je ne suis pas pour le journalisme en tant que constructif, c'est plus de la communication, ça. C'est bien la com, mais il y a les deux, il y a l'info et la com. On n'est pas là pour apporter des solutions, nous. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est ouvrir le débat, la discussion le plus large possible pour permettre aux gens, en sortant de là, non pas juste d'être en colère, parce que certains seront en colère, certains seront contents, mais qu'ils aient appris des choses, que ça fasse grandir les auditeurs. C'est toujours ça que j'essaye. Quand je fais quelque chose, je dis toujours aux journalistes, aux collègues, c'est d'après toi, qu'est-ce que l'auditeur qui vient chez toi, il aura ramené dans sa tête, dans son oreille, dans son cœur? C'est ça le plus important. Mais est-ce que ce sont des questions que tu te poses en média expertise? Oui, beaucoup. Mais je crois que c'est ça aussi qui fait un peu la différence dans ce que j'essaye de ramener avec Média Expertise. Donc là, aujourd'hui, c'est un cabinet de consultants. Donc parfois, je travaille avec des collègues qui viennent ensemble. On essaye de faire en sorte que les projets médias ou d'info, pas du tout de communication, d'information ou médias, soient des éléments vraiment de service public. Que ça serve le public. C'est ce que j'essaye de faire aussi quand je fais des choses, moi, avec Média Expertise. Récemment, j'ai eu la chance et le grand bonheur de couvrir des voyages du pape. J'essaye de ramener quelque chose qui soit utile, qui fasse comprendre. Par exemple, récemment, nous étions au Congo et au Soudan du Sud. Beaucoup de gens ne connaissaient pas ces pays. En tout cas, ne les connaissaient pas sous l'angle que j'ai pu décrire, que j'ai pu emmener, voir des gens qui dansent, qui chantent, qui sont heureux. Avec des problèmes, certes, mais voir des rues, voir entrer en immersion dans ces lieux-là. Donc, c'est aussi ce que j'essaye de ramener, c'est montrer que la vie est là, l'actualité fait partie de la vie, essayer d'élargir un peu ses horizons, et puis, à la fin de la journée, peut-être se dire, ah ben finalement, ma vie, elle n'est pas si mauvaise, finalement.
Quand tu es parti au Canada, quand le pape a demandé pardon, c'est un moment fort, ça. Tu étais sûrement tu le savais. Pas tout le monde qui le savait dans le monde. Comment tu as vécu ces moments où un chef d'État religieux, si je peux me dire comme ça, demandait pardon? Parce qu'un chef d'État ne demande pas pardon. Oui, et devant des victimes vivantes. Oui, voilà. C'est souvent on fait des commémorations après 100 ans, etc. Là, il tenait les mains de victimes. Moi, pour moi, d'ailleurs, je me souviens d'un live que j'ai tenu à faire, mais qui était la voix tremblait, bouleversant. Mais je me suis excusé d'ailleurs auprès des auditeurs, des internautes, des Facebookers, je sais pas, parce que ça part partout après. Hein. Il y a des gens qui l'ont vu sur WhatsApp, etc. C'est extrêmement fort, ça, quelqu'un qui vient demander pardon. Le chef d'1,3 milliard de catholiques. C'est énorme. C'est aussi une leçon pour moi. Je veux dire, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qui es-tu, toi, pour God dans l'Ikea? Ce que tu viens de vivre là, c'est quelque chose qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. En plus, ce pape qui arrive en fauteuil roulant, qui vient quand même là-bas, dans un lieu où personne ne voulait le voir, beaucoup ne voulaient pas le voir, qui vient demander pardon pour des choses que l'Église a faites. Lui, il n'était pas en responsabilité à ce moment-là pour donner le feu vert pour ce qui s'est produit. Donc il endosse la responsabilité de toute une Église. Donc il se fait porte-parole d'une église. Donc moi, pour moi, c'était incroyable. Déjà, j'arrive dans un lieu avec des gens avec des plumes sur la tête. Je n'ai vu ça que dans des westerns, moi. Jamais vu ça de ma vie, dans une réserve. Et des tipis et tout ça. Il y a l'ambiance très lourde. Ce ciel bas couvert avec une petite pluie fine. L'ambiance bien lourde, bien lourde. Et puis il demande pardon. Donc nous, on savait qu'il allait demander pardon. Et puis on se dit, ben voilà, après ça, il ne peut y avoir que des choses qui peuvent naître de ça. C'est la graine qui meurt pour donner du fruit. Donc on ne peut qu'imaginer des choses, qui va être un long processus. Il a demandé pardon, il a demandé aux évêques de demander pardon à la cathédrale de Québec. Il a tout fait. Donc, je veux dire, c'était extrêmement fort. Et puis, nous aussi, ça me fait réfléchir. C'est vrai qu'il y a des choses que je trouve inacceptables dans ma vie de tous les jours, où j'essaye de contenir. Moi, les seules choses qui peuvent me faire sortir de mes gonds, c'est quand ça concerne ma mère, mon père. Quand ça me concerne moi, pas grave. Quand ce sont mes parents, pas Véro de la Gratelle. Mais voilà, c'est une leçon de vie aussi. Hein. 3 événements liés au pape. Le pape vient à Maurice, j'étais dans l'avion, en Afrique et au Canada. Lequel qui t'a le plus marqué? Pour moi, c'est atterrir à Sessusaga Angola International Airport avec le pape dans cet avion. Ça c'était... Et atterrir... J'avais le pape à la maison. Et j'atterris, j'étais en direction Radio One et je dis... Le pape François est à Maurice. Ça, cette phrase-là, je l'avais préparée très longtemps. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire? Neil Armstrong. Oui, c'était, voilà. Non, mais c'était un peu ça. Un peu. Qu'est-ce que tu vas dire quand ça va arriver? Parce que tu dois te préparer. Tu peux pas être là à improviser ce moment-là. J'avais tout dans ma tête, mais je me suis dit, je dois savoir ce que je dois dire. J'ai dit, le pape François est à Maurice. Non, ça sonne pas. Le pape François est à Maurice. Et donc moi, je dis, en atterrissant, je dis, le pape François est à Maurice. Et ce moment-là, il était extrêmement important. Et après, il y a eu un autre moment très fort. Bon, il y a eu un moment où je lui ai mis le chapeau en vétiver sur la tête. C'était un moment très personnel et j'étais très heureux de pouvoir le faire. J'emmenais Rodrigue un peu avec moi. Mais après, il y avait le moment de la conférence de presse qui, pour moi, justifiait ma présence sur ce vol. J'étais là pour le travail. J'étais là pour faire mon job. Et dans ce moment-là, pouvoir poser une question au pape, beaucoup de confrères que je connais qui sont très très hauts dans leur carrière, quand je leur demande ou quand j'entends des questions leur demandant
Qui auriez-vous rêvé interviewer? Beaucoup répondent le pape. Moi, je lui ai posé une question sur ce vol-là, et là, sur le vol congolais aussi, je lui ai posé une deuxième question. Et pour moi, ces deux moments-là, interroger un pape sur une question qui, pour moi, est à la fois nationale, très importante, mais aussi d'intérêt public. Je l'ai interrogé sur la question de violence et l'ONU sur le vol retour du Congo. Pour moi, ça, c'est extrêmement important. Ça justifie tout. Je suis sur ce vol parce que je suis journaliste. Ma carrière me donne, m'a permis ça. Ma carrière m'a permis d'être là parce que si je n'avais pas eu le parcours que j'ai eu, je n'aurais pas été sur ce vol. C'est comme ça qu'on m'a accepté sur ce vol pour ce que j'ai fait. Et de pouvoir poser 2 questions au pape, ben voilà, pour moi, c'est ce que je garderai toujours dans ma tête. Parce que généralement, ceux qui font des conférences de presse, ils essayent d'avoir un petit coup d'œil, appeler du regard une question. Est-ce que le pape le fait? Alors là, ce qui était assez... On est devant, quand on pose la question, il y a une rangée qui nous sépare du pape. Là, on est devant, et sur le vol mauricien, il était debout, sur le vol congolais, enfin sud-soudanais, il était dans son fauteuil roulant. Quand j'étais assis là, et il y avait aussi l'archevêque de Canterbury qui était là, et le modérateur de l'Assemblée générale des églises d'Écosse, des presbytériens, qui étaient là. Et donc moi j'avais le pape dans le viseur, entre 2 sièges, il était vraiment là, et à un moment, personne ne connaît nos questions. Hein. Ça je peux assurer, personne ne donne les questions avant, donc le pape répond aux questions qui viennent. Et là, je n'avais aucun. Et à un moment, bon, il parle en italien, et Matteo Bruni, qui est le directeur de la salle de presse, qui est à côté, traduit en anglais. Et je regarde le pape, et il me fait un clin d'œil, il me dit en italien que c'est une traduction, il me fait un clin d'œil, il me dit traduction. Et ça, là, cet instant-là, je sais, il y a une grande proximité avec tout le monde hein, qui le rencontre. Je ne vais pas aller dire jusqu'à dire qu'il se souvient de moi. Peut-être qu'il associe mon visage maintenant à l'avion. On va rester modeste. Hein. Et vraiment garder les pieds sur terre. Le pape me associe peut-être mon visage à l'avion. Peut-être. Mais là, il m'a fait ce clin d'œil. Et quand je lui ai répondu, je lui ai posé cette question, il m'a répondu. Il a redonné le micro et puis il s'est penché vers moi en me demandant si c'était OK. Ben, il y a toujours. Il m'a dit est-ce que je répondais à la question. Et ça, là, c'est... Chapeau, pompon, comment tu dis? Je ne sais pas. Quand il m'a dit, j'ai dit oui, ça perd. Tu es obligé de dire oui. J'ai dit oui, mais mes confrères après m'ont reproché ça parce que, en fait, comme je ne parle pas italien, il y avait une relance à faire. Et je ne l'ai pas faite parce que je n'ai pas saisi tout ce qui était dit. J'ai compris un peu, mais pas tout. Et faire une relance, et s'il avait répondu à la question, là, ma carrière s'arrêtait là. Donc voilà. Dernière question. On retourne à Maurice. Comment tu vois la radio mauricienne dans 20 ans? Moi, je n'ai que de l'optimisme, moi, dans mon cœur, dans ma tête. Dans 20 ans, il y aura un public renouvelé. Il faut aller chercher les publics jeunes aujourd'hui pour qu'ils soient là dans 20 ans. Hein? Ne passez pas votre vie à voir que des anciens. Il faut aller chercher les jeunes, les ramener à la radio, trouver un moyen de les ramener, renouveler l'audience. Moi, je suis optimiste. La radio sera toujours là. Elle sera peut-être plus en FM, sera en DAB ou dans d'autres modes digitaux. Ça s'adapte déjà en Europe. En Europe, on a déjà un phasing out de la FM. Donc, c'est ce qui se passera probablement ici aussi. Et moi, je suis optimiste. Il y aura la radio, probablement d'autres nouveaux médias qui vont arriver. On est dans un boom actuellement. Là, je pense qu'il y aura d'autres formats, les Reels qui vont être encore plus présents. J'essaie d'apprendre à faire avec ma fille qui, à distance, me coach un peu, qui me dit « Ouais, là, c'est bon, mais peut mieux faire ». C'est bien. Et voilà, oui, elle aura 15 ans en avril, et puis donc elle me coach. Donc je pense que on est dans coach qui se fait coach, c'est pas mal. Ah, mais moi, je suis très ouvert à ce que les jeunes me disent.
Si un jeune me dit tu as été nul, je le prends comme une ligne à bien prendre en compte. Parce que si un jeune me dit je n'ai pas compris ce que tu as dit, c'est nul, ça va attirer personne, ça manque de vie, tu n'étais pas clair et tout, pour moi c'est aussi important que si mon rédacteur en chef me disait quelque chose. Parce que pour moi la jeunesse c'est elle qu'on doit attirer là. On doit arriver à l'intéresser. Jusqu'à quel point c'est une des priorités aujourd'hui, je ne sais pas. Appel à ceux qui font de la radio à Maurice. Les jeunes. Jean-Luc Moutoussamy, merci beaucoup. Bonne écoute, si je peux me permettre. Merci Jean-Claude, merci à tous ceux et toutes celles qui suivront cet entretien. Et puis merci pour cet accueil que tu me fais, que Maurice Info me fait. Et bonne route à toi, bonne continuation et bravo pour ce que tu as commencé, que beaucoup ont fait après, qui ont suivi la voie que tu as tracée. Et je te souhaite vraiment de continuer ainsi. Merci infiniment.